Dans le module 11, on va voir comment estimer les valeurs de paramètres pour nos densités de probabilité conjointes à partir d'observations. Donc, rappelez-vous, dans le contexte de la fiabilité des structures, on a à définir des densités de probabilité qui caractérisent chacune des variables qui sont impliquées soit dans nos modèles de résistance ou de sollicitation. À la fin, ça va arriver qu'on ne connaît pas justement, ou on ne sait pas caractériser ces densités de probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Utiliser des observations empiriques de façon à caractériser celles-ci. Donc, si on fait un rappel de la nomenclature, on avait X, notre ensemble de N variables aléatoires qui entrent en jeu soit pour la résistance ou la sollicitation appliquée sur notre structure. F de X, ça va être la densité de probabilité conjointe pour ces variables aléatoires, et G de X, notre fonction d'état limite. Donc ici, on a la densité de probabilité conjointe pour F de X, donc l'ensemble de nos variables aléatoires. Dans ce cas-ci, on avait deux variables aléatoires. On a les densités de probabilité marginales sur les plans verticaux. On a ici notre surface d'état limite, donc ce qui vient, notre frontière qui vient séparer notre domaine de défaillance et notre domaine de survie. Et on a oméga, domaine de défaillance, le complément, le domaine de survie. Et ici, ce qu'on va faire, c'est comme on l'a fait précédemment, on va venir explicitement représenter les paramètres θF qui viennent justement définir cette densité de probabilité conjointe. Et ce qu'on veut voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser des observations empiriques de façon à venir apprendre quelles sont les valeurs de paramètres qui viennent justement décrire cette densité de probabilité conjointe. Donc, comment est-ce qu'on peut estimer les paramètres θ à partir d'une densité de probabilité à l'aide d'observations empiriques? Donc, voilà pour l'introduction. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout d'abord quels sont les types d'incertitudes qui entrent en jeu dans le contexte de la fiabilité des structures, quels sont le type d'observations qu'on peut utiliser pour caractériser ces certitudes, et finalement, comment est-ce qu'on peut faire ça à l'aide du théorème de Bayes qu'on a vu dans le module d'introduction. On va faire un exemple appliqué de ce théorème de Bayes et on va voir comment est-ce qu'on peut effectuer cette mise à jour des paramètres de façon facile à l'aide de ce qu'on va voir comme étant le PDF a priori conjugué. Donc là, on est encore dans notre module d'utilisation, ou plutôt dans notre partie d'utilisation des résultats, où on veut ici utiliser des données empiriques de façon à venir caractériser les paramètres de nos densités de probabilité conjointes. OK, donc si on commence, quels sont les types d'incertitudes qui existent? Donc on va regarder la catégorisation, pardon, et comment est-ce que ces types de catégories d'incertitudes peuvent évoluer dans le temps, dans le contexte de la fiabilité des structures. Donc, regardons tout d'abord la caractérisation des types d'incertitudes. Donc, on a deux catégories principales, comme on a vu au départ quand on a fait la révision de la théorie de la probabilité. La première catégorie, ce sont les incertitudes qu'on va dire de type aléatoire. OK? Ça, on peut venir référer à ça comme des incertitudes qui sont intrinsèques, c'est-à-dire qui sont irréductibles. Donc, on ne peut pas aller chercher des observations sur le terrain qui vont nous permettre de réduire ces types d'incertitudes-là. Ils sont intrinsèques et sont irréductibles. Donc ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est que davantage d'informations ne vont pas nous permettre de réduire les incertitudes qui sont de type aléatoire. À l'inverse, les incertitudes de type épistémique sont liées à un manque de connaissances. Et donc, intrinsèquement, les incertitudes épistémiques peuvent être réduites à partir d'observations. Donc, davantage d'informations, de mesures ou d'observations vont pouvoir réduire les incertitudes qui sont de nature épistémique. Donc, en pratique, nos variables aléatoires qui sont impliquées dans notre problème de fiabilité peuvent avoir les deux catégories d'incertitudes, à la fois épistémiques ou aléatoires. Donc, certaines parties de l'incertitude vont être réductibles, d'autres vont être irréductibles. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette nature de l'incertitude peut évoluer dans le temps. Okay? Par exemple, durant la phase de conception, on peut dire que toutes mes variables aléatoires peuvent être considérées comme étant aléatoires. Pourquoi? Parce que la structure n'a pas encore été construite. Donc, pour une conception donnée, comme la structure n'a pas été construite, mais je ne sais pas quelle va être la réalisation, par exemple, due aux conditions de construction. Okay? Je ne peux pas aller et mesurer quel va être le module élastique réel de mon béton. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a pas encore été coulé. Donc, il y a toujours une variabilité intrinsèque et il va y avoir une incertitude, une variabilité intrinsèque due à, par exemple, qu'est-ce que le fabricant de béton va décider de mettre dans son mélange. Il peut y avoir une incertitude intrinsèque quant au processus de construction, quelles vont être les dimensions réelles de la structure. Et
Si on regarde plus tard dans l'évolution, si on regarde en phase d'analyse, une fois que la structure a été construite, donc pour une structure existante, les variables maintenant vont être à la fois aléatoires et épistémiques. Okay? Il y a une partie de l'incertitude qui était initialement aléatoire qui va venir se transformer en incertitude épistémique. Donc maintenant, avant, on ne pouvait pas connaître quel est le module élastique. Pourquoi? Parce que celui-ci n'existait pas encore, le béton n'a pas été coulé. Mais une fois que la structure est réalisée, mais il existe une véritable valeur à un point donné de module élastique. On peut ne pas connaître exactement cette valeur, mais celle-ci existe. Et si je vais amasser des données, mais je peux raffiner ma connaissance, par exemple, de cette valeur de module élastique. Donc, il y a une variabilité intrinsèque qui peut demeurer, mais il reste qu'il y a une grande part de manque de connaissances qui est liée au processus de construction. Donc, par exemple, on ne connaît pas exactement les dimensions géométriques réelles de la structure. Mais par contre, si je vais sur le terrain, je peux mesurer ces dimensions géométriques réelles. Il faut différencier ce qui a une variabilité intrinsèque de ce qui est épistémique, donc qui peut être réduit à partir de mesures supplémentaires. Donc, de façon générale, on peut représenter qu'en phase de conception, mais tout est aléatoire. Donc là, quand on vient réaliser la structure, mais une grande part de ces certitudes-là va se transformer en des certitudes épistémiques pour lesquelles, si on vient prendre des mesures, mais on peut raffiner notre connaissance, donc venir obtenir une connaissance plus approfondie des phénomènes en jeu, réduire l'incertitude associée à ces phénomènes-là et éventuellement, raffiner notre probabilité de défaillance ou raffiner notre analyse à partir de ces mesures-là. C'est ce qu'on va voir comment on peut faire ça dans le module 11. Donc, avant d'aller dans la mécanique de comment on met à jour nos densités de probabilité à partir d'observations, on va voir quels sont les types d'observations qu'on peut utiliser. Okay? On va voir ça dans la définition. On va voir qu'est-ce qui vient qualifier les observations, et donc direct, indirect, borne supérieure, borne inférieure, et comment est-ce que les incertitudes expérimentales viennent influencer nos observations. Donc, imaginons ici qu'on a, par exemple, l'exemple d'un échantillon de béton. Donc, on a X qui est notre béton. Ça va être une variable aléatoire. Et on peut venir prendre plusieurs échantillons de ce béton-là, qu'on pourrait, par exemple, amener dans une presse, briser, et pour lesquels on va venir caractériser, par exemple, la résistance. Donc, X, ça va être ma variable aléatoire qui décrit la résistance du béton, qui va être décrite par une densité de probabilité, et qui, celle-ci, est paramétrée par θ. Par exemple, la moyenne et la variance. Donc, θ, ce sont les paramètres du PDF de X. X1 à Xn, ce sont des réalisations de ma variable aléatoire. Donc, ce sont plusieurs échantillons qui sont pris dans le même béton. Et on va utiliser ce contexte-là de façon à étudier l'effet des observations. Donc ici, ce qu'on va faire à partir du théorème de Bayes qu'on va voir plus tard, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre la densité de probabilité a posteriori pour les paramètres θ à partir d'observations, de réalisation de la résistance. Donc, X décrit la variable aléatoire qui présente la variabilité possible dans la résistance de mon béton. On va dire que cette variabilité-là est caractérisée par une moyenne et un écart type. Ce sont mes paramètres θ. Et ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais venir caractériser parce que, en fait, je ne connaîtrai pas exactement ces valeurs de paramètres-là. Donc, je vais venir eux-mêmes les décrire par des densités de probabilité, qui auront a priori des moyennes et écarts types a priori, donc représentés par mu prime et sigma prime pour mu x, et mu prime et sigma prime pour sigma x. C'est-à-dire, j'aurai une densité de probabilité pour mu x, une densité de probabilité pour sigma x. Ça, c'est a priori. Et ce que je vais faire, c'est utiliser les observations de façon à venir caractériser ces mêmes paramètres-là, mais a posteriori, où j'aurai le double prime ici, après avoir utilisé les informations pour mettre à jour ma connaissance. Okay? Donc, quels sont les qualificatifs des observations qu'on peut utiliser? Okay? Ce qu'on cherche à faire à la fin, c'est d'obtenir ma densité de probabilité a posteriori pour mes paramètres θ, sachant D, un ensemble de n observations. Et il y a 3 qualificatifs possibles pour les observations. Premièrement, en termes de type, on peut avoir des observations qui sont directes ou indirectes. Dans une observation directe, je vais dire que ce que j'observe,
c'est directement, par exemple, X, la résistance du béton. Donc, chacun de mes échantillons, c'est des échantillons qui sont pris de résistance de mon béton. Des valeurs qui sont indirectes, mais Y va être égal à H de X. Mais ce que je pourrais observer, par exemple, c'est si je veux caractériser la résistance d'un béton, par exemple sa rigidité, je pourrais observer le déplacement d'une structure. Et en fonction des valeurs de déplacement, mais je peux venir inférer quel est le module élastique. Donc si j'ai une observation indirecte, parce que je n'observerai pas directement le module élastique, je viens observer la déformée de ma structure, et à partir de la déformée, je pourrais venir inférer le module élastique. C'est ce qu'on va dire comme étant des observations de type indirect. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est pas toujours faisable de venir prendre des échantillons qui sont destructifs, qui vont venir casser, par exemple, un échantillon. Donc, ça va arriver souvent qu'on va faire des essais non destructifs qui vont simplement nous permettre d'avoir accès à une observation indirecte de la quantité qu'on cherche. Nos observations sont souvent imprécises, donc il y a souvent des incertitudes qui sont associées avec celles-ci. Donc, lorsqu'on a des observations exactes, ici, il n'y a pas d'incertitude, mais en pratique, on a souvent le cas comme ceux-ci, où j'ai mon observation qui va être entachée d'une erreur additive ou d'une erreur multiplicative, où V, c'est un terme d'erreur. Donc ici, je veux dire que mon observation, c'est la réalité plus, ou plutôt une réalisation de la réalité plus V, une erreur d'observation, ou mon observation, ça va être une réalisation de la réalité fois V. Okay? Dans le cas ici, j'ai une erreur additive. Dans le cas ici, j'ai une erreur multiplicative. On va revenir là-dessus. Et finalement, on peut avoir des observations qui sont des bornes, en fait, de la réalité. Par exemple, je peux avoir une borne supérieure. Donc, ce que j'observe, en fait, ça me dit que la réalité est plus petite ou égale à ce que j'observe. Si j'ai une borne inférieure, je dis que la réalité est plus grande ou égale à ce que j'observe. Dans quel contexte ça peut arriver? Donc, par exemple, lorsqu'on fait un test de chargement pour un pont, on ne va jamais charger à une valeur qui s'approche même de la capacité de la structure. Pourquoi? Parce que si on a un effondrement de la structure, mais c'est contre-productif. On voulait venir tester la capacité, on ne va jamais venir tester avec une quantité qui s'approche de la capacité de la structure. Parce que si je connais la résistance, mais j'ai détruit mon pont, mais il n'y a pas d'utilité à faire ça. Okay? Donc, on va toujours tester, si on fait un cas de chargement sur un pont, à une valeur qui est plus faible que la résistance de celui-ci. Donc, à la fin, à la suite de mon test de chargement, ma connaissance par rapport à la résistance de la structure sera que celle-ci est plus grande que la valeur pour laquelle j'ai testé. Imaginons que j'ai mal conçu ma structure, ou j'ai mal conçu plutôt mon essai de chargement, et la charge que je mets sur ma structure est plus grande que la capacité de la structure, mais celle-ci va s'effondrer. Okay? Mais lorsque j'ai un effondrement, la capacité de la structure n'était pas nécessairement la charge que j'ai mise sur la structure. La charge que j'ai mise sur celle-ci, peut-être qu'elle est plus grande que la capacité de la structure. Donc, lorsque j'ai un effondrement, je ne connais pas exactement quelle était la capacité de la structure. Je sais simplement que la capacité était inférieure à la charge qui a été mise sur celle-ci. Okay? Dans un autre cas, imaginons qu'on a un thermomètre. Le thermomètre peut aller jusqu'à 40 degrés Celsius. Okay? Qu'est-ce qui se passe si le thermomètre dépasse sa limite de mesure? Bien, je saurais, par exemple, je saurais que la température est supérieure à 40 degrés Celsius, parce que mon thermomètre ne peut pas mesurer au-delà de cette température. Donc, je ne sais pas au-delà de 40 degrés quelle est la température, je sais simplement que j'ai une borne inférieure sur la température. Et dans le cas où je n'ai pas de borne, mais c'est une mesure directe, exacte comme on avait précédemment. OK. Si on revient sur les incertitudes d'observation, qui seront soit multiplicatives ou additives. Donc, si j'ai des erreurs qui sont additives, je vais dire que Y, mon observation, ça va être le résultat d'une réalisation de ma réalité plus V, une erreur d'observation. Donc, dans le cas ici où on fait l'hypothèse que X et V sont normales, mais Y va être normal également. On peut représenter ça comme ceci, où si X est une réalisation de la réalité, mais Y va être cette même réalisation de la réalité, plus ou moins, ici, une incertitude. Donc, j'ai la moyenne de Y plus sigma Y, ici, qui serait modélisée par les bandes que j'ai ici en pointillé, où la moyenne de Y, c'est la ligne pleine. Donc ici, quand vous lisez des bandes comme ça, on ne lit pas perpendiculairement à la ligne ici, c'est vraiment toujours une lecture verticale. On reprendrait par exemple plus ou moins un écart type par rapport à la moyenne. Ça, c'est si on a des incertitudes qui sont additives, c'est-à-dire qu'on aura la même incertitude dans tout le domaine X. Si on a au contraire des erreurs qui sont multiplicatives, donc on a Y est égal au produit de X, une réalisation de ma réalité, fois V,
où V, ça va être mon erreur de mesure multiplicative. Donc, dans un cas comme celui-ci, si on dit que X et V sont log normal, on aura Y qui va être log normal également. Et si on vient représenter cette même chose, donc moyenne, ici la ligne pleine, plus ou moins un écart type par les lignes pointillées, donc on voit que ici, on a une magnitude de l'incertitude qui varie en fonction de la valeur x. Pour des petites valeurs de x, j'aurai une petite incertitude. Pour une grande valeur de x, j'aurai des grandes incertitudes. Et dépendamment, en fait, du type de mesure que vous allez prendre, il y a dans certains cas un type comme celui-ci additif qui s'y prête plus, un type multiplicatif comme celui-ci qui s'y prête plus. OK? Ça dépend du contexte. Donc, regardons maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser la mécanique du théorème de Bayes de façon à venir mettre à jour nos connaissances pour les paramètres à partir de nos observations. On va regarder la notation par rapport au théorème de Bayes, on va revoir celui-ci, et on va voir comment est-ce qu'on peut briser chacune des parties du théorème de Bayes en la probabilité a priori, la fonction de vraisemblance et la probabilité a posteriori. OK, en termes de notation, on a f de x qui est notre densité de probabilité qu'on cherche à caractériser et qu'on peut représenter comme étant dépendante de façon explicite sur les paramètres θ. Donc ces paramètres-là, ils sont toujours là. OK? Mais a priori, ici, on fait l'hypothèse qu'on les connaît exactement. Ici, on veut les représenter explicitement pour vraiment venir traduire le fait qu'on ne les connaît pas exactement. Donc ça, dans tous les cas, c'est la même chose. Ça va être une densité de probabilité pour une variable. F de y, ça va être ma densité de probabilité conjointe pour mon ensemble de n observations empiriques. Ou ici, mon modèle qui m'a permis d'obtenir mes densités de probabilité d'observation peut être soit additif ou multiplicatif. Ou dans les deux cas, VI, c'est en fait une variable aléatoire qui représente mon erreur d'observation. Donc, si VI est additif, on va dire que VI va être normal, et on fait l'hypothèse que chacune de nos réalisations sont indépendantes les unes des autres. Donc, c'est courant de faire l'hypothèse que nos erreurs d'observation sont indépendantes. Si j'ai un modèle qui est multiplicatif, mais je vais plutôt faire l'hypothèse que VI est log normal, de façon à maintenir une tractabilité analytique pour ma formulation. Donc, ce qu'on cherche à faire à la fin, c'est à caractériser f de x conditionnel à d. OK? X, par exemple, précédemment, on avait défini que c'était la densité de probabilité pour la résistance de mon béton. Moi, ce qui m'intéresse à la fin, c'est caractériser cette densité de probabilité-là. Mais de façon à caractériser cette densité de probabilité-là, conditionnellement à mon ensemble d'observations D, qui est mon ensemble de réalisation de valeurs Y, mais je dois faire ça à partir de ma densité a posteriori pour mes paramètres. OK? Donc, ça veut dire quoi? Là, ce que j'ai ici, moi, ce que je cherche, c'est mon PDF prédictif a posteriori, et je dois obtenir celui-ci à partir de mon PDF a posteriori pour mes paramètres. Donc ici, en termes de notation, ce PDF prédictif a posteriori, ce f de x conditionnel à d, peut être écrit de façon équivalente que mon f prime de x. Ce prime vient remplacer la notation pour conditionnel à d, un ensemble d'observations. Comment est-ce que j'obtiens ceci? En marginalisant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais obtenir ma densité de probabilité conjointe. Donc, ici, j'avais f de x conditionnel à θ. Si je multiplie ceci par ma densité de probabilité a posteriori pour θ conditionnel à d, je fais le produit des deux, je vais avoir ma densité de probabilité conjointe de x et θ, sachant mes observations. Donc, si je veux passer d'une densité de probabilité conjointe à une densité de probabilité marginale, c'est-à-dire je veux éliminer l'effet de θ, je dois intégrer ceci par rapport à θ. OK? Rassurez-vous, on va briser ces étapes-là, sous-étape par sous-étape. Donc, ce qu'on cherche à caractériser tout d'abord, ça va être notre densité de probabilité conjointe a posteriori pour nos paramètres θ. OK? Et ça, c'est obtenu à partir de notre densité de probabilité conjointe pour θ et d. Donc, cette densité de probabilité conjointe peut être exprimée en brisant ça en deux probabilités conditionnelles fois deux probabilités marginales. C'est-à-dire, la probabilité conjointe pour θ et d, un ensemble d'observations, ça va être ma densité de probabilité conditionnelle θ sachant d fois ma densité de probabilité pour d, mon ensemble d'observations. Puis ça peut être modélisé de façon équivalente par une autre décomposition où j'ai la densité de probabilité conditionnelle de mes observations sachant mes valeurs de paramètres fois la densité de probabilité conjointe de mes paramètres. Et comme on l'avait vu précédemment,
On peut obtenir le théorème de Bayes en réorganisant ces équations. Moi, ce que je cherche, c'est cette densité de probabilité conditionnelle. Donc, ma densité de probabilité a posteriori pour mes paramètres θ. Et ça, si j'envoie ma constante ici au dénominateur, ça va me donner mon théorème de Bayes, où j'ai ma vraisemblance, la vraisemblance de mon ensemble d'observations sachant mes valeurs de paramètres, fois ma densité de probabilité a priori pour mes paramètres, sur ma constante de normalisation, aussi appelée l'évidence des observations. Donc, comme je l'ai dit, mon f'' ou mon f de θ conditionnel à d, ça va être ma densité de probabilité a posteriori pour les paramètres qui viennent caractériser mes densités de probabilité. J'ai f' de θ ou f de θ qui est ma densité de probabilité a priori. Donc, rappelez-vous, 1' c'est priori, 2' c'est posteriori. Donc, avant l'utilisation des observations, après l'utilisation des observations. Ma vraisemblance, c'est ma densité de probabilité conditionnelle de mon ensemble d'observations sachant mes valeurs de paramètres. Et ça, on peut le représenter par cette lettre calligraphique L de θ sachant d. Okay? On va revenir là-dessus pour la fonction de vraisemblance. Et ma constante de normalisation, c'est en fait une probabilité qui s'assure que ma densité de probabilité a posteriori va intégrer à 1. Parce que rappelez-vous, une densité de probabilité, si je viens intégrer sur tout le domaine θ, doit intégrer à 1. Donc, par définition, si cette densité de probabilité a posteriori doit intégrer à 1, ça veut dire que mon dénominateur ici doit être équivalent à l'intégrale de ce que j'ai au numérateur ici. Okay? De façon à ce que l'intégrale de tout ça soit égale à 1. OK, on commençons. Comment est-ce qu'on vient définir, par exemple, nos densités de probabilité a priori? Donc, notre f de θ. Donc, on peut définir ça à partir de, tout d'abord, connaissances subjectives, donc des connaissances a priori du problème, des contraintes physiques qui s'appliquent sur celui-ci, un jugement d'expert, etc. Donc, on peut avoir des contraintes diffuses, donc plutôt des connaissances diffuses, c'est-à-dire que j'ai pas de connaissances. Donc, j'ai très peu de connaissances. Donc, ce qu'on pourrait assigner, par exemple, pour reprendre ces connaissances diffuses, c'est une probabilité qui est égale pour toutes les possibilités. Donc, je pourrais dire que si x est ma variable aléatoire, qui est paramétrée par mu et sigma, je pourrais dire que ma connaissance a priori pour mu et sigma est égale sur tout le domaine. OK? Donc là, il faut faire attention ici, parce que cette connaissance a priori est non admissible. Pourquoi? Parce que cette densité de probabilité conjointe n'intègre pas à 1. Mais ce n'est pas grave, c'est dans le contexte de Bayes, les informations qui sont amenées par les observations vont venir régulariser ceci. Et finalement, on peut faire également un apprentissage itératif, c'est-à-dire que je pourrais avoir, par exemple, pour ma première observation, des connaissances diffuses, je vais obtenir ma densité de probabilité a posteriori pour mes valeurs de paramètres, et ensuite utiliser cette densité de probabilité a posteriori comme ma connaissance a priori pour une prochaine observation. Et je pourrais aller de façon itérative comme ça, d'observation en observation, en utilisant ma connaissance au temps t comme ma connaissance a priori au temps t plus 1, alors que je viens de collecter une observation supplémentaire. Donc, on peut vraiment utiliser le théorème de Bayes de façon incrémentale au fur et à mesure où on obtient les informations. Donc, ce qui était à un temps t ma connaissance a posteriori devient ma connaissance a priori au temps t plus 1. OK. Donc, pas la difficulté, mais le challenge technique associé au théorème de Bayes est souvent associé à la définition mathématique de ma fonction de vraisemblance. C'est ce qui va ici amener le poids de mes observations dans mon théorème de Bayes. Donc, ce qu'on veut définir dans la fonction de vraisemblance, c'est quelle est la vraisemblance d'un ensemble d'observations D, sachant mes valeurs de paramètres θ que j'essaie de caractériser. Donc ça, c'est équivalent à dire, c'est quoi ma densité de probabilité conjointe que ma variable aléatoire y prenne des valeurs y, sachant des valeurs de paramètres θ. Okay? On va habituellement pas représenter ça de forme longue, on va le représenter de façon courte ici. Quelle est la valeur de la densité de probabilité pour mes réalisations y, sachant θ des valeurs de paramètres. Et ça, on peut réécrire ça parfois comme étant la vraisemblance à partir de L, ma lettre calligraphique L, de θ sachant y. Mais dans tous les cas, ça représente quelle est ma densité de probabilité a priori d'observer un vecteur d'observation y, sachant θ. Donc, si imaginons qu'on a dans notre ensemble d'observations, pour l'instant, une seule observation y1, qui est une réalisation
de ce modèle d'observation, y, qui est égal à une réalisation de x, ma variable aléatoire, que j'essaie de caractériser, plus v. Du moins, j'essaie de caractériser les paramètres de x, où v, ça va être mon erreur d'observation additive, qui a une moyenne de 0 et variance sigma v carré, et où x, par exemple la résistance de mon béton, la densité de probabilité est décrite par mu x et sigma x. Et c'est ces deux paramètres qui sont inclus dans θ que j'essaie de caractériser. Donc ici, ma vraisemblance, quelle est la densité de probabilité de mon observation y1 sachant θ, mu x et sigma x, peut être exprimée à partir de ce modèle d'observation. Donc, je connais f de x, donc ça va être une loi normale, je connais f de v, qui va être une loi normale également. Donc, comment est-ce que je définis f de y, qui est implicitement dépendante de θ, par la dépendance de mu x. Donc ici, je dois trouver quelle va être la loi résultante de la somme de deux variables aléatoires. Donc, on a déjà vu ça dans le cours, c'est-à-dire ça va donner encore une fois une loi normale, pour laquelle la moyenne va être la somme des moyennes, c'est-à-dire mu x plus 0, donc ça va me donner mu x, et la variance va être la somme des variances, c'est-à-dire sigma x carré plus sigma v carré, c'est ce que j'ai ici. Ici, on a fait l'hypothèse que v et x sont statistiquement indépendants. Donc voilà comment ça me donne ma densité de probabilité conditionnelle de y, sachant θ. Donc ça va être ma fonction de vraisemblance. Donc si j'ai la même chose, mais cette fois-ci j'ai un modèle multiplicatif pour mes erreurs, donc j'ai encore une fois une seule observation y1, mais j'ai un modèle d'observation y égale à x fois v. Ou si maintenant je fais l'hypothèse que v est log normal et x est log normal, mais je peux avoir la même chose, je pourrais formuler ma vraisemblance, qui maintenant, on sait que le produit de variables log normales reste log normal, pour lesquelles la moyenne, ça va être la moyenne dans l'espace log, la variance, ça va être la somme des variances dans l'espace log. OK. Donc, si on vient représenter ça visuellement, okay, on a une observation où je vous dis que mon y1, ça va être égal à moins 1, qui est une réalisation de mon modèle additif d'observation. Donc, imaginons que ma connaissance a priori f de x, c'est que ma loi est normale, j'ai le paramètre mu x qui est inconnu, et je connais ma variance qui est de 2 au carré, qui est de 4. Donc, mon seul paramètre θ, c'est mu x. Et j'ai une variable aléatoire qui représente mes erreurs d'observation, qui suit une loi normale, moyenne des zéros et écart type de 1. Donc, je peux représenter l'équation qui décrit ma fonction de vraisemblance comme étant une loi normale, donc moyenne de mu x et variance de 2 au carré plus 1 au carré. Donc ça, si je viens écrire explicitement l'équation pour cette loi normale, suivant ce qu'on a déjà vu dans le passé dans le cours, ça va décrire une densité de probabilité pour y sachant mu x. C'est équivalent ici à la vraisemblance de mu x sachant y. Donc ça, c'est deux façons de noter la même chose. Donc je viens explicitement écrire la formulation pour ce PDF normal, pour lequel la moyenne c'est mu x, et la variance, ça va être 1 au carré plus 2 au carré. Donc voilà ceci. Donc si je viens tracer cette équation-là par rapport à la fois y et mu x, je vais obtenir les graphiques suivants. Donc ça, c'est ce que j'ai ici. J'ai ma fonction de vraisemblance exprimée pour toutes les valeurs possibles de y et pour toutes les valeurs possibles de mu x. Donc si je prends par exemple ici une tranche, par exemple la tranche en magenta, pour mu x est égal à 0. Donc pour mu x est égal à 0, voilà quelle était la vraisemblance de chacune de mes observations. Donc ici, si je veux quantifier la vraisemblance de y est égal à moins 1, je prends y égal à moins 1. Ça, c'était la vraisemblance de y est égal à moins 1, sachant que mu x est égal à 0. Si on fait l'étape contraire, je prends une tranche dans l'autre direction. Je vais venir prendre la tranche ici pour y est égal à moins 1, mon observation. Mais je vais obtenir ce que j'ai ici, c'est-à-dire une représentation de ma vraisemblance comme étant pour chacune des valeurs possibles de mu x, quelle était la vraisemblance d'observer y est égal à moins 1. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est ce qui va décrire ici la vraisemblance pour chacune de mes valeurs de paramètres mu x d'observer y égal à moins 1. C'est ce qui, à la fin, vient donner la pondération dans mon PDF a posteriori de y égal à moins 1 pour chacun des mu x. Donc on aurait pu faire la même chose pour une observation qui est maintenant une borne inférieure, c'est-à-dire que mon observation y est plus petite que ma valeur réelle. Donc j'ai encore la même configuration, mais cette fois-ci, ma fonction de vraisemblance, plutôt qu'être un PDF normal, ça va être représenté par le complément du CDF. Donc je vais venir intégrer ce que j'avais défini précédemment,
de y jusqu'à l'infini, ce qui est équivalent au complément du CDF. Et ceci peut être exprimé à partir de la fonction d'erreur. Donc, et si je viens tracer ceci par rapport à y et mu x, comme j'avais précédemment, mais ce que j'ai sur le graphe, bien ça, cette surface-là, ça représente cette équation-là, qui peut être fonction de mu x ou y. Si je prends pour un mu x égale à 0, qui est représenté ici, voilà la vraisemblance d'observer chacune de mes valeurs y. Voilà ici, si je renverse l'évaluation, donc j'évalue ici pour un y qui est égal à moins 1, j'ai ici la vraisemblance associée à chacune de mes valeurs mu x. Donc ce qu'on voit ici, c'est que mon observation y est égale à moins 1 va venir donner une plus grande pondération pour mes grandes valeurs de x. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai une borne inférieure. Donc si j'observe un y égal à moins 1, et je sais que x est plus grand que y, ça veut dire que je vais favoriser les fortes valeurs de mu x dans ma densité de probabilité a posteriori. Si au contraire, j'ai une borne supérieure, mais là, je vais avoir ma vraisemblance qui va être exprimée par le CDF plutôt que son complément. Donc, l'intégrale du PDF, j'avais défini précédemment ma fonction de vraisemblance, de moins l'infini à y. Donc, je peux reprendre ça encore une fois à partir de la fonction d'erreur, qui va être représentée ici par cette surface-là. Et si je regarde ce que j'ai exprimé ici, donc si j'ai une valeur de y égale à moins 1, on voit qu'on vient donner une plus grande pondération aux faibles valeurs de ux comparativement aux fortes valeurs. Parce qu'il y a une faible ressemblance d'observer y égale à moins 1 si mu x égale à 5. Okay? Au contraire, il y a une grande vraisemblance d'observer y égale à moins 1 si mu x égale à moins 5, parce que j'ai maintenant une borne supérieure. OK. Donc, si on regarde un peu plus en détail la fonction de vraisemblance, donc f de ma variable aléatoire y est égale à une certaine réalisation sachant θ, c'est la vraisemblance, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin que l'intégrale ici par rapport à θ soit égale à 1. Okay? Parce que ici, dans une densité de probabilité, l'intégrale qui est égale à 1 est toujours définie par rapport à ce qu'on a à gauche de notre condition. Donc, une fonction de vraisemblance ne va pas intégrer à 1 ici par rapport à θ. Ça va intégrer à 1 par rapport à y. Donc, c'est pour ça ici que ça, ce n'est pas une densité de probabilité, c'est une vraisemblance. Donc, deuxième note, c'est qu'en priori, on va chercher quelle est notre vraisemblance pour un ensemble d'observations, pas pour une seule observation. Donc, comment est-ce qu'on passe de la vraisemblance d'une seule observation à une vraisemblance pour un ensemble d'observations? C'est en définissant notre densité de probabilité conjointe. C'est-à-dire, si je fais l'hypothèse que chacune de mes réalisations pour mes variables aléatoires représentant mes observations sont indépendantes les unes des autres, ma vraisemblance conjointe pour un ensemble de n observations va être obtenue en faisant le produit des fonctions de vraisemblance marginale. Okay? Une densité de probabilité conjointe, si mes variables aléatoires sont indépendantes les unes des autres, est obtenue en faisant le produit des densités de probabilité marginales. Mais ici, on a un problème. Pourquoi? Parce que ces densités de probabilité vont être des chiffres qui sont habituellement plus petits que 0, ou qui sont plus petits que 1 et qui sont habituellement près de 0. Donc, ça ne peut pas être plus petit que 0 parce que c'est toujours strictement positif, mais ça va être près de 0. Si je fais le produit d'un paquet de nombres qui sont près de 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir quelque chose qui va tendre vers 0 dû aux erreurs numériques qui vont s'accumuler dans l'ordinateur. Donc, de façon à contourner ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt que de faire le produit des fonctions de vraisemblance, on peut faire la somme du log de mes fonctions de vraisemblance pour chacune de mes observations et ensuite prendre l'exponentielle de ça. Donc, en faisant cette formulation équivalente, je vais venir contourner les erreurs numériques du calcul par ordinateur qui vont venir me donner un 0 machine. OK, donc si on regarde f de d, ma constante de normalisation, donc il va être ici la probabilité de mes observations, ça va être obtenu en effectuant l'intégrale de ce que j'ai au numérateur dans ma loi de Bayes, c'est-à-dire le produit de ma vraisemblance fois ma densité de probabilité a priori pour mes valeurs de paramètres. Et ça, par définition, ça correspond à l'espérance mathématique de ma fonction de vraisemblance par rapport à mes valeurs de paramètres θ. Et ce qu'on a vu dans le module 4, lorsqu'on a vu l'échantillonnage Monte-Carlo, c'est que les méthodes Monte-Carlo nous permettent de faire cette intégrale-là, parce que c'est une méthode d'intégration numérique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'échantillonnage Monte-Carlo qu'on a vu au module 4, de façon à évaluer le résultat de cette intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a m échantillons, on va faire 1 sur m fois la somme de ma vraisemblance pour une réalisation θi fois f de θi, ma connaissance a priori
évalué pour la réalisation de θi sur h de θi qui va être ma densité d'échantillonnage. Donc ici, j'aurais pu utiliser par exemple dans un cas spécifique d'échantillonner par rapport à une loi uniforme. Donc si j'échantillonne dans une loi uniforme, je fais 1 sur m mon nombre d'échantillons, la somme pour chacun de mes échantillons de la vraisemblance de mes observations, sachant la valeur de réalisation de mon échantillon θi, fois la densité de probabilité a priori de θi, divisé par ma probabilité pour θ, qui va être ici uniforme. Donc, gardez en tête, si vous voulez choisir cette densité d'échantillonnage, vous devez pouvoir couvrir, si vous prenez une loi uniforme, toutes les valeurs possibles dans votre domaine. Donc, on peut utiliser cette densité d'échantillonnage que pour un domaine qui serait borné entre A et B. Donc, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, mais ma densité d'échantillonnage h de θ, ça va être ma connaissance a priori. Et comme on avait vu au module 4, si on a ça, dans ici notre formulation, f de θi sur f de θi va venir se simplifier. C'est-à-dire que j'aurai mon estimateur pour ma probabilité de mes observations, évalué avec Monte Carlo, qui va être 1 sur m, mon nombre d'échantillons qui a été pris dans ma densité de probabilité a priori, 1 sur m fois la sommation de la vraisemblance de mon ensemble d'observations, sachant les réalisations de θi. Donc, attention ici, il y a un bémol à apporter, c'est que l'intégration de Monte Carlo à partir de ma densité de probabilité a priori n'est pas une option lorsqu'on a n qui est grand, c'est-à-dire mon nombre d'observations qui est grand. Pourquoi? Parce que typiquement, ce qui va arriver, c'est que ma densité de probabilité a priori va être relativement diffuse comparativement à ma vraisemblance, qui ici contient un grand nombre d'observations. Donc, si elle contient un grand nombre d'observations, je vais avoir le produit de plusieurs termes qui va faire que je vais avoir une densité de probabilité qui va être très, très concentrée dans une petite portion du domaine. Donc, si je viens tirer des échantillons dans f de θ, il y en a peu de ceux-ci qui vont tomber dans le domaine représentatif où j'ai de grandes valeurs pour ma vraisemblance. Ce qui fait que j'aurai une très mauvaise approximation du résultat de cette intégrale à partir de Monte Carlo. On va revenir là-dessus dans quelques diapositives. Donc, pour ma constante de normalisation, si on veut appliquer ceci pour l'exemple qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc sachant une observation y1 est égal à moins 1, qui est une réalisation de ce modèle additif d'observation. Donc, pour lequel f de x va être une loi normale, pour lequel j'ai mu x qui est mon paramètre, je connais la variance, donc θ est égal à mu x, et j'ai une erreur d'observation qui suit une loi normale, moyenne de 0, variance de 1. Donc, ma connaissance a priori pour mu x, c'est une loi normale, moyenne de 1, et variance de 25. Donc, si je veux calculer ma constante de normalisation, qui va représenter mon évidence au dénominateur pour ma loi de Bayes, genre 1 sur m, mon nombre d'échantillons. Ici, je prends, par exemple, pour cette résolution-là, 1 million d'échantillons. Je vais avoir la somme des valeurs de fonction de vraisemblance, qu'on a définies plus tôt, qui sont évaluées pour y est égal à moins 1, pour chacune de mes valeurs θi, où chacune de mes valeurs θi seront des réalisations de cette loi normale, moyenne de 1, écart type de 5. Et si je fais la somme sur ce million d'échantillons-là, j'aurai 0,0681. Donc, c'est 0,0681, ça représente ma constante de normalisation pour ma densité de probabilité a posteriori. Okay? Donc, même chose, si maintenant je vais regarder ma probabilité a posteriori, j'ai les mêmes données. Donc, je viens de calculer à la diapositive précédente ma constante de normalisation. On avait déjà défini ensemble quelle était ma vraisemblance. Je connais ma connaissance a priori. Je peux, en faisant le produit de ces termes-là, valeur à valeur, en divisant par ma constante de normalisation, obtenir mon postérieur. Donc, ma fonction de vraisemblance, ma densité de probabilité est donnée ici. Mon PDF a priori est donné ici. Ma fonction de vraisemblance avait été définie plus tôt comme étant une loi normale moyenne de mu x et variance de 2 au carré plus 1 au carré. Donc, si j'évalue ceci pour y égal à moins 1, ça me donne la fonction de vraisemblance. Le produit point à point de ces deux-là me donne mon PDF a posteriori. Et si je veux obtenir un PDF qui normalise, je dois diviser par ma constante de normalisation de 0,06 que j'ai déterminée précédemment. Donc, une des limitations de ça, c'est que souvent, il n'y aura pas de formulation analytique pour ma densité de probabilité a posteriori. Okay? Je pourrais faire cette multiplication point à point, mais ce n'est pas dit que ça va me donner une loi normale, une loi log normale ou quoi que ce soit. Ça va me donner une loi qui a une densité de probabilité quelconque, pour laquelle je n'ai pas de forme analytique spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça? On va approximer notre densité de probabilité a posteriori par une loi normale qui va être caractérisée
par l'espérance mathématique du postérieur et la variance du postérieur pour mes variables θ. C'est-à-dire, je vais venir calculer l'espérance mathématique de mon postérieur et la variance du postérieur. Donc, par définition, l'espérance mathématique du postérieur, de la densité de probabilité a posteriori, ça va être l'intégrale de θ fois sa densité de probabilité a posteriori, ou la variance, ça va être θ moins l'espérance mathématique calculée ici, tout ça au carré, fois ma densité de probabilité a posteriori. Donc, si je vais faire ça à partir d'un échantillonnage Monte-Carlo, donc l'espérance mathématique va être obtenue en faisant 1 sur m fois la somme des réalisations θi de ma fonction de vraisemblance évaluée pour θi fois densité de probabilité a priori sur constante de normalisation. Et ça, je vais venir diviser par ma densité de probabilité d'échantillonnage. Si ma densité de probabilité d'échantillonnage, c'est ma densité de probabilité a priori, bien, je vais venir avoir les deux termes ici qui viennent s'annuler l'un l'autre. Donc, mon espérance mathématique pour θ, c'est 1 sur m fois la somme des réalisations de θi, la vraisemblance de mes observations sachant θi sur ma constante de normalisation. Donc, je peux faire la même chose pour ma variance. Donc, ici, c'est fonction dépendamment de ma densité d'échantillonnage, mais si j'échantillonne dans ma connaissance a priori pour mes valeurs de paramètres θ, mais ça va venir se simplifier ces deux termes-là, ce qui va me donner que ma variance pour mon postérieur, ça va être 1 sur m, mon nombre d'échantillons, somme pour tous mes échantillons de 1 à m, de θi, mais chacune de mes réalisations, moins l'espérance mathématique de ceci au carré, fois la vraisemblance des paramètres sur f de d, ma constante de normalisation. OK? Et ce qu'il faut voir ici, c'est quel va être l'effet de mon nombre d'échantillons n sur mon postérieur. OK? Lorsqu'on a une infinité d'observations, donc n tend vers l'infini, mon PDF a posteriori décrivant mes valeurs de paramètres θ va venir converger vers un Dirac, c'est-à-dire tout mon contenu de probabilité se concentre sur une seule valeur, la valeur θ étoile, la véritable valeur. OK? Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'aurai l'espérance mathématique de mon postérieur qui va tendre vers θ étoile, la valeur réelle, et j'ai la variance de ce postérieur-là qui va tendre vers 0. Donc, à la fin, si j'essaie de caractériser, par exemple, les paramètres qui décrivent la densité de probabilité pour la résistance de mon béton. Donc, la résistance du béton demeure quelque chose qui est intrinsèquement aléatoire. Donc, d'un échantillon à l'autre, j'aurai toujours une variabilité. Par contre, si je viens amasser une infinité d'observations, mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir caractériser exactement, non pas la résistance du béton, mais plutôt les paramètres décrivant la moyenne et l'écart type de cette résistance. Donc, en résumé, on peut évaluer ces densités de probabilité a posteriori de façon générale à partir de l'échantillonnage Monte-Carlo. Donc, si j'ai n observations et m échantillons, donc je peux prendre mes échantillons θi dans ma densité de probabilité a priori, ce qui va faire que je peux évaluer ma constante de normalisation f de d comme étant 1 sur m, la sommation ici du produit pour mes n observations de ma fonction de vraisemblance. Donc, ce que j'ai ici, en fait, c'est ma fonction de vraisemblance conjointe pour n observations. L'espérance mathématique pour la densité de probabilité a posteriori pour θ, ça va être 1 sur m, la sommation de θi fois la vraisemblance conjointe divisée par ma constante de normalisation ici. Je peux faire la même chose pour la variance de mon postérieur, 1 sur m, sommation de θi moins l'espérance mathématique, la vraisemblance conjointe sur f de d. Donc, de façon stricte, je ne devrais pas parler de la vraisemblance du postérieur, mais plutôt la vraisemblance de ma variable aléatoire θ, qui va être décrite par sa densité de probabilité a posteriori. Donc, encore une fois, avec cette procédure, gardez en tête, ça ne va pas bien fonctionner si j'ai un grand nombre d'observations, parce qu'en prenant mon échantillonnage dans f de θ, ma densité de probabilité a priori, je vais perdre, ou je vais avoir besoin d'un très très grand nombre d'échantillons, parce que je vais venir échantillonner dans un espace qui est très large, comparativement à ma vraisemblance, qui est dans une partie très limitée du domaine. Donc, en grand nombre de dimensions, mais je vais venir générer un paquet d'échantillons qui ne servent à rien. Donc, je ne serai pas efficace. Mais on ne va pas aller plus loin que ça dans les méthodes d'échantillonnage. Si vous voulez aller plus loin pour résoudre ces problématiques-là, regardez le cours CIV 6540 où on va venir explicitement voir comment est-ce qu'on dépasse ces limitations-là. OK, donc on va mettre en application ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, introduction, on va venir introduire le problème auquel on va appliquer, quelle est la nomenclature qu'on va utiliser ici.
comment est-ce qu'on définit pour notre problème la connaissance a priori, et on va regarder deux cas. Donc, on va venir briser ici des échantillons de béton. Pour un cas où on a une capacité, par exemple, de briser des échantillons, où la résistance de la presse est plus grande que la résistance de nos échantillons, et on a un cas où on aura une borne inférieure. Ou plutôt, ouais, une borne inférieure. Donc, on a R qui va être la résistance d'un échantillon de béton. Donc, la réalité ici, c'est que R, c'est une variable aléatoire parce que si je prends un échantillon ou un autre, j'aurai toujours une résistance différente pour mon béton. Il y a une variabilité intrinsèque. Mais ici, la réalité, c'est que la moyenne de cette résistance, mon béton, c'est de 42 mégapascales et l'écart type, c'est de 2 mégapascales. Donc, ça, c'est la réalité que je viens simuler. Cependant, cette réalité va demeurer inconnue. Et ce qu'on veut voir ensemble, c'est au fur et à mesure où on va prendre des réalisations de cette résistance-là, est-ce qu'on peut retrouver ces valeurs de paramètres? Donc, c'est de dire que R, la résistance de mon béton, va être modélisée ici par une loi log normale qui est paramétrée par la moyenne dans l'espace log, l'écartement dans l'espace log. Donc, ce que je veux faire, c'est retrouver ces deux valeurs de paramètres. Donc, ce qu'on cherche, c'est de caractériser ma densité de probabilité a posteriori pour la moyenne de la résistance, l'écart type de la résistance, à partir de la fonction de vraisemblance pour un ensemble de M échantillons pour lequel je peux caractériser la résistance du béton, ma connaissance a priori pour la résistance, plutôt ma connaissance a priori pour les paramètres décrivant la résistance, mu R et sigma R, et ma constante de normalisation. Donc, si R, c'est ma variable aléatoire associée à la résistance, mu R et sigma R, ça va être les paramètres décrivant le PDF de R, mu' et sigma' de mu R, ça va être ma connaissance a priori, plutôt mes hyperparamètres qui viennent définir le PDF qui décrit mu R. Mu' et sigma' de sigma R, ça va être les hyperparamètres qui viennent décrire le PDF qui, eux, caractérisent la densité de probabilité de sigma R, l'écart type de ma résistance. Donc, si je fais la même chose pour prime', ça va être mes hyperparamètres décrivant les densités de probabilité a posteriori pour mu R et sigma R. OK, donc commençons, on doit définir ici dans notre loi de Bayes notre PDF a priori. C'est notre connaissance ici, où on dit que ma densité de probabilité conjointe pour mu R et sigma R a priori va être obtenue par le produit des densités de probabilité marginales pour mu R et sigma R, parce que je fais l'hypothèse que mu R et sigma R sont indépendants les unes des autres. Donc ici, ma connaissance a priori, c'est que f' de mu R, ma densité de probabilité a priori, va être une loi log normale, même chose pour sigma R, où la moyenne a priori de mu R, c'est 45, l'écart type a priori de mu R, c'est 7 MPa. La moyenne a priori de sigma R, c'est 5 MPa, l'écart type a priori de sigma R, c'est 2 MPa. Donc en faisant le produit des deux, je vais avoir ma densité de probabilité conjointe a priori pour mu R et sigma R. Où je vous rappelle, comment est-ce qu'on peut passer de la moyenne et de l'écart type à la moyenne dans l'espace log, écart type à l'espace log, à partir de ces fonctions de transformation qu'on a vues ensemble. Donc dans un premier cas, on va faire l'hypothèse qu'on prend des échantillons de ce béton-là, on l'amène en laboratoire et on fait des tests destructifs pour lesquels la capacité de la presse est supérieure à la résistance de nos échantillons. Donc, j'aurai toujours exactement la valeur de rupture de mes échantillons. Donc, dans un cas comme celui-ci, on fait l'hypothèse qu'on a dans l'espace log, donc le log de Y va être le log de R plus V. Donc ici, je vais avoir un modèle d'observation qui est additif dans l'espace log, donc qui est équivalent à un modèle d'observation qui est multiplicatif. Donc, on aurait pu écrire ça de façon équivalente à Y est égal à R fois V. Donc, si j'ai réécrit dans l'espace log, mais c'est additif dans l'espace log. Maintenant, ma fonction de vraisemblance, la vraisemblance d'observer les valeurs de rupture d'échantillon Y sachant θ va être définie par une loi log normale, parce qu'ici, j'ai un modèle qui est multiplicatif où tout est log normal. Donc, définie par la moyenne dans l'espace log de ma résistance, plus la variance dans l'espace log de ma résistance, ça c'est mes deux paramètres que je cherche, plus sigma v, donc la variance de mon processus d'observation est égale ici à 0,01 au carré. Donc ici, je peux explicitement représenter cette densité de probabilité log normale comme étant cette formulation-là, ou si je veux ma vraisemblance conjointe pour n observations, c'est simplement le produit pour n variables aléatoires qui sont normales univariées, où j'aurai le log de chacune des réalisations yi, et je suis fonction de mes deux paramètres, mu de ln de r et sigma de ln de r. Parfait.
Donc, si je veux obtenir ma constante de normalisation, je dois intégrer par rapport à μr et σr le produit de ma vraisemblance conjointe et ma densité de probabilité. Donc, je peux faire ça à partir de Monte-Carlo. Donc, si on fait ça, on vient représenter graphiquement les résultats. Donc, on va commencer en ayant une seule observation. Donc, je prends un premier échantillon de béton, je prends une première carotte et je viens le tester en laboratoire. Donc, en laboratoire, j'obtiens que la résistance ultime, ou sa capacité du béton, c'était de 39,7 mégapascales. Donc, ce qu'on a ici, en haut à gauche, ça va être mon PDF a priori. Okay? Donc, ça, c'est les paramètres que j'avais a priori, où le point en rouge ici, c'est la réalité. Okay? Cette réalité-là est inconnue. Okay? Pourquoi je la connais ici? Parce que c'est un exemple simulé. Ce qu'on va voir, c'est au fur et à mesure où on prend l'échantillon, est-ce que ma densité de probabilité a posteriori vient se concentrer autour de cette réalité. Donc, ici, j'ai mon PDF a priori pour μr et σr. J'ai ici ma fonction de vraisemblance. Donc, quelle est la vraisemblance associée à mon observation? Y est égal à 39,5 mégapascales, sachant ici μr et σr. Donc, j'ai ma vraisemblance ici qui est très élevée pour la valeur ici, qui est beaucoup plus faible pour les autres. J'ai ici ma densité de probabilité a posteriori. Donc, si je prends point à point toutes ces valeurs-là, fois toutes ces valeurs-là de densité a priori, divisé par constante de normalisation, ça va me donner ce que j'ai ici, mon PDF a posteriori. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'une observation, on n'a pas une grande différence entre ma densité a priori et ma densité a posteriori. Il y a quand même une différence, mais celle-ci est limitée. Et on voit que nos valeurs de connaissance ne sont pas nécessairement centrées sur la réalité. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai très peu d'informations. J'ai un seul échantillon. Donc, c'est ici ma connaissance a priori qui vient dominer mon problème. Et ce que j'ai en bas à droite, c'est mon PDF, ma densité de probabilité prédictive. C'est-à-dire, je suis venu obtenir ma densité de probabilité prédictive ou ma résistance comme étant l'intégrale par rapport à θ, mes valeurs de paramètres μr et σr, du produit ma densité de probabilité pour ma résistance conditionnelle θ fois mon postérieur. Et je suis venu intégrer par rapport à μr et σr. Ça me donne ma densité de probabilité prédictive en rouge ici. Donc, je connais ici, parce que c'est un exemple simulé, mes vraies valeurs de μr et σr. Donc, si je prends ces vraies valeurs de μr et σr, je le trace ici dans ma loi log normale, ça me donne mon PDF en bleu. C'est ma réalité qui est inconnue. Donc, si j'avais une connaissance parfaite, j'obtiendrais une courbe rouge qui est coïncidente avec ma courbe bleue ici. Mais pour l'instant, on voit que notre connaissance est plus diffuse que la réalité. Pourquoi? Parce qu'on a une connaissance a priori qui est diffuse et on a une seule observation, un seul échantillon. Qu'est-ce qui arrive si je viens augmenter n? J'ai un deuxième échantillon de béton qui, celui-ci, a cassé à une résistance de 42 mégapascales. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que notre connaissance a priori est restée la même. Ce qui a changé ici, c'est notre fonction de vraisemblance qui est venue se modifier parce qu'on a maintenant deux réalisations. On voit que notre connaissance a posteriori est venue également se concentrer. On voit ici qu'on a un PDF qui est plus concentré. On n'est toujours pas centré sur la valeur réelle, mais on est venu ici dans la densité prédictive se concentrer légèrement. Qu'est-ce qui arrive si j'ai 5 observations? Le PDF a priori reste le même, vraisemblance vient se concentrer davantage, ce qui fait que je vais davantage concentrer ma densité de probabilité a posteriori et mon PDF prédictif également. Si j'en ai 10, si j'en ai 20. On voit ici que mon postérieur vient vraiment se concentrer sur ma valeur réelle. Si j'en avais une infinité plutôt qu'en avoir 20, bien, j'aurais tout mon contenu de probabilité qui est simplement centré sur la réalité. Donc la réalité ici, c'est plus que je connais exactement la résistance du béton. Je connais exactement les paramètres décrivant la densité de probabilité pour la résistance. C'est donc de dire qu'ici, à 20 échantillons, j'ai pratiquement la coïncidence entre le PDF réel et mon PDF prédictif. Donc, en théorie, si j'avais une infinité d'observations, mais mon postérieur ici va converger à un seul point, pour lequel l'espérance mathématique, c'est la valeur réelle, mon point rouge ici, et la variance est 0. Et dans ce cas-là, ma densité de probabilité prédictive pour la résistance va correspondre au PDF réel. Donc, regardons maintenant ce qui arrive dans un deuxième cas, où cette fois-ci, la capacité de ma presse est limitée à 35 mégapascales. Et la résistance du béton est supérieure à 35 mégapascales. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais faire des essais qui sont non destructifs. Parce que je vais tester la capacité du béton et je vais voir que la capacité de celui-ci
est toujours plus grand que 35 mégapascales, parce que je n'arriverai pas à casser mes échantillons. Donc, dans un cas comme celui-ci, je vais avoir encore une fois mes variables qui sont un modèle d'observation qui est multiplicatif, mais cette fois-ci, pour lesquels j'ai une borne inférieure pour la résistance. Donc, ce que j'observe, c'est que ma capacité de 35 MPa est une borne inférieure pour la résistance réelle. Donc, je vais faire la même chose, je vais faire ma fonction de vraisemblance qui va maintenant être définie par le produit du complément des CDF de la fonction de vraisemblance que j'avais définie ici. Et donc, mon PDF a priori reste le même, mais ma fonction de vraisemblance est représentée par le complément du CDF. Si j'ai un premier échantillon où je dis, mais je n'ai pas cassé mon échantillon, mais je sais que la résistance réelle était plus grande que 35 mégapascales. Okay? J'ai un premier échantillon qui n'a pas cassé. En faisant le produit de ça et ça, mais je vais obtenir mon PDF a posteriori. Et si je viens marginaliser ceci de façon à obtenir ma densité prédictive, on voit qu'on a éliminé plusieurs des valeurs faibles de résistance, mais on a encore une grande incertitude pour les valeurs supérieures. Si je prends deux échantillons, on voit ici qu'on transforme en une valeur un peu plus franche notre transition pour les valeurs possibles, notamment sur MUR. On vient raffiner légèrement notre PDF prédictif. Si je viens prendre 5, si je viens prendre 10, donc on voit qu'on a un raffinement de notre connaissance. Donc on vient raffiner principalement les valeurs inférieures, parce qu'on a ici une borne inférieure sur notre modèle d'observation, mais on demeure avec une grande incertitude sur nos valeurs supérieures. Donc, on peut utiliser des valeurs qui sont bornées pour nos observations, cependant, ce ne sera pas aussi observatif ou ça ne va pas avoir un contenu d'information qui est aussi grand que si on avait des observations directes comme on avait vu précédemment. Donc, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est les densités de probabilité a priori conjuguées. On va voir pourquoi est-ce que c'est important, comment est-ce qu'on utilise ça, et on va revoir le même exemple qu'on a vu ici, mais cette fois-ci avec ces densités a priori conjuguées. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a caractérisé cette densité de probabilité a posteriori comme étant le produit de la vraisemblance fois connaissance a priori sur notre constante de normalisation. Mais l'évaluation de cette constante de normalisation impliquait cette intégrale qu'on a vu comment on pouvait résoudre avec Monte Carlo. Cependant, cette intégrale-là est en pratique souvent très difficile à obtenir. Donc, lorsqu'on a plus de 3 dimensions par rapport à notre vecteur de paramètres m, le calcul analytique devient très difficile, voire impossible. Et lorsqu'on a plus de 10 observations, l'approche Monte Carlo de base qu'on vient de voir ici devient insuffisante. On va avoir besoin d'un trop grand nombre d'échantillons de façon à ce que ce soit raisonnable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour contourner ce problème-là? On peut utiliser une estimation ponctuelle plutôt qu'une estimation de notre postérieur complet. Plutôt qu'avoir une densité de probabilité ici, je peux juste dire, je veux dire évaluer ma valeur de paramètre qui est maximisée la fonction de vraisemblance. Donc, habituellement, ça va venir négliger l'incertitude, ce n'est pas nécessairement toujours un bon choix. On peut approximer notre postérieur par une approximation de Laplace, c'est-à-dire, je vais approximer mon postérieur par une loi normale qui va être centrée sur ma valeur de vraisemblance maximale ici, et pour lequel la covariance va être approximée par l'inverse de la valeur négative du Hessien, c'est-à-dire la matrice de dérivée seconde du log de ma vraisemblance. Okay? Donc, on n'aura pas de justification théorique ici, mais si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous invite à aller voir la théorie qui est présentée pour le cours CIB 6540. Et encore une fois, on peut solutionner ça à partir des méthodes d'échantillonnage Monte Carlo avancées qui, plutôt que prendre notre densité d'échantillonnage qui va être prise dans la connaissance a priori, on va venir prendre des échantillons directement dans le postérieur. C'est ce qu'on peut voir avec les méthodes de MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça dans le contexte du cours ici. Si vous voulez plus de détails de façon à ces techniques avancées pour contourner les difficultés, je vous invite à suivre le cours CV 6540, Probabilistic Machine Learning for Civil Engineers, où on va venir vraiment aller en détail dans ces méthodes d'estimation. La méthode qu'on va voir ici quand même de façon à complémenter ce qu'on voit ensemble, c'est les densités de probabilité a priori conjuguées. Donc c'est quoi ça? Pour certaines fonctions de vraisemblance et densité de probabilité a priori, la densité de probabilité a posteriori va faire partie de la même famille que la densité de probabilité a priori. Et ça va nous permettre de faire quoi? Pour ces densités de probabilité a priori conjuguées, les paramètres qui viennent caractériser mon postérieur peuvent être calculés analytiquement.
Donc, si vous voulez voir ces valeurs-là, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, Conjugate Prior. Donc, vous allez voir, il y a une liste exhaustive de plusieurs fonctions de vraisemblance et plusieurs densités de probabilité a priori, pour lesquelles on peut connaître les valeurs de paramètres a posteriori de façon exacte et qui suivent ces lois analytiques. Donc ici, ça veut dire quoi? L'avantage de ça, c'est qu'on peut directement calculer les valeurs de l'hyperparamètre de façon analytique, donc plus besoin d'intégration de Monte-Carlo, plus besoin de calcul. Ça veut dire qu'on peut faire la mise à jour bayésienne de façon quasi instantanée. Donc c'est beaucoup plus facile qu'utiliser la procédure qu'on avait vue précédemment. Donc supposons par exemple qu'on connaît que la variance de la résistance de mon béton est de 0,05. Je connais la variance ou l'écart type plutôt pour mon processus d'observation qui est 0,01 et je cherche à caractériser la moyenne de la résistance de mon béton. Donc la réalité, on va dire que c'est 42. On va essayer de voir si à partir d'échantillons de la résistance, on peut retrouver cette valeur-là. Donc je cherche à caractériser ma densité de probabilité pour R, pour laquelle je connais l'écart type, mais je ne connais pas la moyenne. Donc ce qu'on va faire, on va définir ma vraisemblance, qui est ici une loi normale dans l'espace log, donc log normal dans l'espace original. Ma densité de probabilité a priori dans l'espace log va être une loi normale. Je connais ma connaissance a priori pour la moyenne, connaissance a priori pour l'écart type. Et ce que je cherche à faire, c'est caractériser ma densité de probabilité a posteriori pour ma moyenne. Donc ça va être décrit par une loi normale dans l'espace log, pardon, qui va être décrit par ma moyenne a posteriori pour mu de ln de R, mon écart type a posteriori pour mu de ln de R. Quelles sont ces valeurs-là? Mais si on utilise justement les densités a priori conjuguées, je peux venir calculer ces valeurs-là de façon exacte. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va ici, justement, chercher notre loi a priori conjuguée. Donc, si je viens ici, je vais avoir ici, je vais avoir une loi normale avec une variance qui est connue. Donc, le paramètre du modèle, ça va être mu. Et j'aurai ici mes hyperparamètres, la moyenne a priori, ma variance a priori, et j'ai mes paramètres a posteriori. C'est ce que je suis venu représenter ici. Okay? Donc ça va être des expressions analytiques qui permettent de calculer exactement les hyperparamètres pour mon postérieur, qui font intervenir mes paramètres a priori, ma connaissance a priori, n, mon nombre d'échantillons, où j'ai ici le log de yi, le log, la somme du log de chacune de mes réalisations pour mes observations. Et donc, ma densité a priori prédictive est complètement définie par ce paramètre-là. Je peux faire ma mise à jour bayésienne de façon instantanée sans avoir à faire d'échantillonnage Monte-Carlo. Donc, ça, c'est dans l'espace log, ça, c'est dans l'espace original. Donc, dans l'espace log, je suis normal, dans l'espace original, je suis log normal. Donc, si on vient mettre ça en application, j'avais ma densité de probabilité a priori pour mu R, j'ai ma fonction de vraisemblance pour mu R, et si je viens calculer à partir des relations analytiques que j'ai définies précédemment, pour un seul échantillon, voilà la réalité en bleu, mon PDF prédictif en rouge pour 2 échantillons, pour 5 échantillons. Donc on voit qu'on a cette même convergence vers ma densité de probabilité réelle, mais cette fois-ci avec des résultats qui sont extrêmement faciles à obtenir pour 10. Donc on voit que même chose, mon postérieur ici se concentre vers la valeur réelle, ma densité de probabilité prédictive se concentre également vers la valeur réelle. Donc, en résumé, par rapport à ce qu'on vient de voir ici ensemble, l'estimation bayésienne nous permet de tirer un maximum d'informations des observations de façon à venir réduire les incertitudes épistémiques. Rappelez-vous, on ne peut pas réduire les incertitudes aléatoires, on ne peut réduire que les incertitudes épistémiques. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va venir caractériser notre densité de probabilité a posteriori pour les valeurs de paramètres qui viennent caractériser nos variables aléatoires à partir de la loi de Bayes. C'est-à-dire, on vient formuler notre vraisemblance, on multiplie ça avec une densité de probabilité a priori pour ces valeurs de paramètres, on divise par notre constante de normalisation. Dans certains cas, on peut utiliser les densités a priori conjuguées. Dans d'autres cas, on va devoir faire une analyse Monte-Carlo. Donc, les observations ici peuvent être des observations exactes, inexactes, et on peut avoir des mesures directes ou des bornes. Donc, c'est-à-dire des bornes supérieures ou des bornes inférieures, comme on l'a vu. Et donc, finalement, l'estimation bayésienne de ces paramètres-là peut se faire soit à partir d'une intégration numérique à l'aide de la méthode Monte-Carlo ou à l'aide des densités a priori conjuguées. Si vous utilisez l'intégration Monte-Carlo, attention, c'est limiter ce qu'on a vu dans le contexte du cours parce que justement, quand on va avoir un grand nombre d'observations, prendre des échantillons dans notre densité de probabilité a priori pour calculer
la constante de normalisation, ça ne va plus être viable. Okay? Si vous voulez vraiment effectuer ça, vous allez devoir aller raffiner votre connaissance à partir de cours plus avancés, notamment CV6540 qui couvrent ce type de problème-là. Donc ça conclut ce que je vais voir avec vous dans les données empiriques ici. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces observations de façon à caractériser nos densités de probabilité pour les variables aléatoires qui entrent soit dans la résistance ou la sollicitation. Donc, prochaine étape, ce qu'on va voir ensemble, c'est le module 12. Comment est-ce qu'on peut dépasser les limitations de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport à l'échantillonnage Monte-Carlo en voyant un échantillonnage par importance qui va nous permettre d'accélérer le calcul lié à notre échantillonnage Monte-Carlo.